Batman. Mai 1939. Détective Comics numéro 27. Fait réelle parution le 30 mars 1939 sous le nom de The Batman. Bob Kane, Bill Finger, deux gamins. Et en 4 ans, l'intégralité d'une mythologie qui semble être mise en place. Robinson crée le Joker, une galerie de super-vilains installée. Et une réflexion sur les obsessions de ces gamins. Le super-vilain, l'antagoniste, le méchant. Quel pas à franchir jusqu'à la monstruosité? Réinscrivons dans l'histoire des arts. Au XIXe siècle, le scientisme européen, la volonté de tout découvrir, de tout savoir, le fait d'être persuadé que les continents sombres vont s'ouvrir, qu'on saura, qu'on arrivera à prévoir. Le random, le hasard, la dualité hasard-responsabilité, comme une espèce de réinvention du carrefour entre les plans humains et divins, qui ont l'air d'avoir défini la monstruosité dans le cadre de nos réflexions précédentes. Le monstre étymologiquement comme prodige, puis le monstre happé dans l'univers chrétien, comme appartenant à l'univers du bien et du mal. Ou plutôt comme happé dans le manichéisme du bien et du mal. Le monstre, au début comme ce qui est l'au-delà de la conversion, au Moyen-Âge. Puis, progressivement, reprenant là, à ce niveau-là, l'étymologie de temple, la frontière qui est mise, ce qui dépasse, ce qui va au-delà. Et donc, définir l'humanité par rapport à ce qui n'est pas, par rapport à ce qui transcende les frontières. Batman. Détective Comics numéro 27 en 1939. Mai 1939. Réelle parution le 30 mars 1939. Sous le nom de The Batman. Obsession de gamin marquée par Zorro, le pulp. Batman et sa galerie de vilains. Le random. Le hasard. L'incompréhensible. L'inouï. L'irréductible A. Gotham comme la montagne de Sisyphe. La pierre monte jusqu'en haut, redescend. Il s'agit de la rehisser jusqu'en haut. Nouvelle circularité de la monstruosité, pas la linéarité chrétienne, la circularité de la monstruosité, la spirale de la monstruosité. L'interrogation sur le random, pourquoi? Nouvelles angoisses. Non pas le destin romantique, non pas le daemon grec, l'intervention des dieux sur le plan humain, mais une nouvelle réinvention du random. La responsabilité, le hasard. Qu'est-ce que le comics nous apprend réinscrit dans l'histoire des arts? Des obsessions de gamins. Bob Finger, Bill Finger, Bob Kane et Robinson. Des obsessions de gamins. Aujourd'hui, on va essayer d'aller suivre cet itinéraire-là, cette réinvention de la monstruosité propre aux comics et propre à la nature particulière de Gotham. Le masque, créature devenant fiction réelle, inscrit dans la ville comme la peur qui doit être suscitée dans le cœur et l'âme du vilain, du déviant, crée ces monstres, crée ces vilains, et crée le basculement du vilain vers la monstruosité. Comment l'appréhender? Aujourd'hui, nous sommes avec Alex Nikolavitch, et nous allons essayer de
de proposer un petit parcours autour d'un personnage en particulier qu'on a choisi, Double Face, Two-Face, Harvey Apollo Kent, devenu Harvey Dent. Pourquoi lui? Parce qu'il inscrit dans sa problématique même un biais de lecture qu'on a nous modernes, l'approche psychiatrique, psychologisante du personnage, le déni de la mythologie. Et derrière ce personnage, derrière son histoire, vieille de 75 ans, comment réappréhender la bascule de la psychologie à la psychiatrie, sans tomber dans le piège de la relecture de Jekyll et Hyde qui est proposée dès le début, en essayant pas à pas de reconstituer l'itinéraire de ce personnage qui nous hante aujourd'hui, parce qu'il nous interpelle sur la monstruosité du hasard et sa tension avec la responsabilité. Merci à vous de nous suivre. À tout de suite. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir Alex Nikolavitch, conférencier, traducteur, romancier, essayiste, auteur notamment de l'excellent Mythes et super-héros chez les Moutons électriques en 2011, auteur d'Apocalypse, une brève histoire de la fin des temps, auteur de Cosmonautes, auteur des dieux de Kirby, etc. Et on aura l'occasion de revenir sur son parcours. Merci beaucoup Alex d'être parmi nous. Dans les années 30 aux États-Unis, on a une construction de la figure du monstre qui est assez intéressante dans la mesure où on est face à des monstres qui viennent pas directement des États-Unis. On a la reconstruction du vampire dans le contexte d'une Transylvanie d'opérette, la mise en place par James Arnold d'un Frankenstein dans le cadre d'une Bavière, elle aussi d'opérette, et donc on a des monstres qui sont extérieurs au contexte américain, qui sont importés dans le cadre d'une construction en fait d'une monstruosité
qui est d'inspiration européenne et gothique. Et ce qui était intéressant, c'était de revenir sur la mise en place en fait de cette monstruosité aux États-Unis dès les années 30, monstruosité qui variera des The Snatchers du côté de le monstre comme possibilité d'une entité familière, en fait, l'oncle qui sort de table et qui, quand il revient, peut être susceptible d'être un extraterrestre qui a pris la place d'eux. Là, on a l'arrivée d'une familiarité. Et donc, cette tension, en fait, entre une monstruosité mise à distance dans le cadre du cinéma des années 30, d'un côté, et de l'autre côté, l'arrivée d'une monstruosité prenant le visage du familier, on a cette espèce d'histoire première dans le cinéma, et on pourrait se demander si, dans le cadre des origines du comics, on retrouve cette mise en place de la monstruosité sur cette même base, et sans doute pas. Et donc je voudrais effectivement qu'on revienne avec toi en fait sur les origines de la mise en place de la monstruosité dans le cadre du comics dans les années 30, que tu nous expliques un petit peu comment on a dès le début une espèce de triple ancrage de la mythologie Batman dès ses origines, d'un côté du gothique, de l'autre du cirque et du musical, et de l'autre de l'influence de Dick Tracy. Est-ce que tu peux nous rappeler, alors effectivement on va plutôt s'appuyer sur le personnage de Double Face, et est-ce que d'une certaine façon tu peux nous resituer ce personnage du monstre en fait, dans le cadre de la mise en place de cette monstruosité originelle, et dans le cadre de cette triple ancrage de Batman qui n'est pas forcément souvent mise en valeur. Alors, les comics, c'est au départ une éponge, hein. Le comic book, ça apparaît à partir de 1933 en reprenant le format du pulp et la bande dessinée qui est au départ dont le format à la base est le strip. Donc les tout premiers comic books sont des rééditions de comic strip et petit à petit, pour des raisons notamment d'achat de droits, les éditeurs qui font du comic book vont faire leur propre création en s'inspirant de pulp et de comic strip existants. Typiquement, des personnages comme Zatara sont des calques de Mandrake le magicien. Et les détectives de comics sont des détectives de pulp ou de comic strip. Donc il y a à la base du comic book, il y a ce côté éponge de concepts et qui vont faire feu de tout bois. Surtout que le comic strip est un média prestigieux à l'époque. Des gens comme Alex Raymond ou Milton Caniff ou Al Foster sont des stars. Mais les auteurs de comic book, par contre, sont très rarement des gens qui ont fait des écoles d'art. Will Eisner, par exemple, ce qu'il en a fait de plus proche, c'est qu'il a été formé pour peindre des décors de théâtre. Et souvent, les auteurs de comic book sont des autodidactes, des gens, typiquement la première génération, c'est des gens qui viennent des bas quartiers de New York, ça va être l'East End pour le Lower East End pour Jack Kirby, Brooklyn, etc. Et qui sont recrutés par un réseau familial ou de quartier, par les petits éditeurs des mêmes origines. Souvent, il y a au départ pas mal d'éditeurs d'origine juive qui recrutent des gens de leur quartier et notamment des jeunes juifs qui ne peuvent pas trouver de travail dans le comic strip parce qu'ils ne sont pas assez formés, pas assez dégrossis. Et la première génération d'auteurs de comics, ça va être ça. Donc c'est des gens qui sont complètement exposés à une culture populaire, qui lisent des pulps, qui vont au cinéma le samedi, etc. Ils vont recycler tout ça dans leur travail. Sachant que comme le média, le comic book est nouveau, en 38 quand Siegel et Shuster créent Superman, ça fait à peine 4-5 ans que la forme comic book existe. Donc personne n'a la moindre idée de la pérennité de la chose. Donc on est sur des histoires qui vont, tout le monde balance du concept, hein, tout le monde balance des idées et le principe, c'est l'histoire autocontenue. C'est-à-dire que typiquement une histoire de Superman ou de Batman au départ, c'est une douzaine de pages,
dans un magazine anthologique dans lequel on trouvera aussi les aventures de Slam Bradley, les aventures de Fu Manchu, et cetera. À partir de là, ils vont construire le super vilain, tel qu'on le connaît maintenant, petit à petit. Parce que autant sur le héros, on a des modèles, c'est les modèles mythologiques, autant par exemple dans la mythologie classique, il y a pas de super vilain. Le le vilain récurrent, un peu imposant tel qu'on le connaît, il apparaît un peu dans le roman feuilleton populaire. Ça va être, typiquement le cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais il y a pas de vrai gros modèle de super vilain, avant quasi quasiment avant Moriarty dans Sherlock Holmes, et il apparaît que dans 2 aventures, ou Fu Manchu, et Fantomas dans les années 20. Donc là, autant par exemple Superman, c'est un Hercule de foire, mais auquel on va donner les pouvoirs de Samson et Hercule. C'est vraiment la note d'intention de Siegel et Shuster. Batman va effectivement s'inspirer de personnages de pulp, comme le Shadow ou de personnages de cinéma. Créer le super vilain, ça va prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de grands méchants, impressionnants et récurrents dans les premières aventures de Superman. Dans Batman, il est au départ face à des petits voyous, des savants fous assez classiques. Il faut un peu de temps pour voir émerger des figures comme le Joker. Le Joker apparaît en 1940 et pour la petite histoire, les auteurs en font en fait un voyou un peu particulier, mais qui devait mourir à la fin de l'épisode. Et c'est en envoyant quasiment au moment d'envoyer l'épisode à l'impression qu'on change une bulle pour que le héros, que le méchant survive, puisqu'au départ il était même censé mourir à la fin du premier épisode. Et les auteurs comme l'éditeur s'aperçoivent qu'ils ont du potentiel, qu'il y a un potentiel sur ce genre de personnage pour le faire revenir, et donc vont l'épargner à la fin de l'épisode pour pouvoir le réutiliser par la suite avec le succès qu'on connaît. Donc il y a un apprentissage du vilain, alors que le créer des héros posait pas de problème à l'époque. À partir de Superman, il y a vraiment un déluge de héros qui sont créés dans les comics, sur une très courte période de temps. La Torche Humaine et Namor sont créés en 40, je crois, Captain America en 41, Wonder Woman en 41 ou 42. Enfin, il y a tout un tas de personnages oubliés comme Black Terror qui sont créés aussi, vers la même époque. Donc il y a la construction du vilain, j'aurais tendance à la dissocier au départ de la construction du monstre d'ailleurs, parce que le vilain de base, ça va être un voyou ou un savant fou dont on va magnifier les traits. Le Joker, est encore un exemple typique, ou Lex Luthor dans Superman, qui est présenté comme une espèce de dictateur au départ, puis il va vite dériver sur le savant fou. Le Lex Luthor de sa première apparition, pas du tout le Lex Luthor qu'on connaîtra par la suite, par exemple. Donc il y a cet aspect-là, oui. Est-ce que tu dirais d'une certaine façon que on a cette espèce de rapport avec la littérature du fin du 19e siècle qui est sans doute un peu fausse, selon laquelle, en fait, on aurait une espèce de tropisme de l'approche psychiatrique ou psychanalytique ou psychologique naissante, Charcot, Freud, etc. Et donc, du coup, on aurait un Maupassant marqué par sa syphilis, qui créerait le Horla et le fantastique qui naîtrait un petit peu d'une tension schizophrénique à cette époque-là. Est-ce que tu dirais que on aurait une lecture qui serait un petit peu forcée, un peu biaisée, qui donnerait un petit peu trop de place à la place de la psychologie, de la psychanalyse ou de la psychiatrie naissante à la fin du 19e siècle? Nous, on a essayé de travailler un petit peu sur la gestation de la monstruosité tout au long du 19e siècle, qui irait du gothique au fantastique, et qui, d'une certaine façon, tordrait le cou à la prééminence en fait du prisme psychanalytique, et le fait de dire que on a des conditions de production à cette époque-là, notamment par exemple le feuilleton qui impose un schéma scisif d'un crime en fait qui va se renouveler à chaque numéro.
euh, pardon, à chaque épisode. Et est-ce que d'une certaine façon, la nature de feuilleton, l'ancrage dans dans certaines influences graphiques, est-ce qu'elles sont pas plus le fait que Metropolis soit le contraire de Gotham, le fait que Batman soit le contrepoint de Superman, le fait que Double Face ou le Joker soit le contrepoint eux aussi de Superman, est-ce que d'une certaine façon on n'a pas une construction du personnage qui serait qui témoignerait d'une espèce de manichéisme éditorial en fait, et on aurait tendance à donner un petit peu trop de place au prisme psychologique, psychiatrique, en disant Double Face, par exemple, est lié à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce qui est sans doute peut-être un petit peu vrai. Et est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas un ancrage éditorial, graphique, est-ce qu'on n'a pas des personnages qui sont des épures graphiques plus que des constructions psychiatriques, en fait? Et est-ce qu'on ne devrait pas remettre en cause un petit peu la prééminence du prisme psychologique à cette époque-là, et revenir un petit peu sur des impératifs éditoriaux en fait, et la construction de méchants comme une série de contrepoints successifs? Est-ce que t'appréhenderais les choses plus comme ça? Alors, l'approche psychanalytique, c'est clair qu'elle n'intéresse pas les auteurs, les auteurs de la première vague des comics. C'est quelque chose qui, dans les comics, vient beaucoup plus tard, avec notamment avec l'émergence d'auteurs qui ont fait des études. Des gens comme Denis O'Neill qui sort d'école de journalisme, oui, il va s'intéresser à ça, mais c'est les années 70. Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson sur Batman, c'est les petits jeunes qui n'ont pas forcément fait d'études. Donc ils font, pour simplifier, ils font ce qui les fait kiffer. Ils vont Et la contrainte éditoriale vient du fait qu'effectivement, il faut un méchant de la semaine, enfin un méchant du mois dans l'épisode, et donc il faut renouveler le stock de méchants régulièrement, mais des méchants qui soient aussi facilement vaincus au départ par le héros, pour pouvoir mettre en scène la puissance du héros. Le seul, dans la première génération d'auteurs de comics, le seul qui s'intéresse directement à la psychiatrie et à la psychanalyse, c'est William Moulton Marston, le créateur de Wonder Woman, qui est psychologue et qui a participé notamment dans les années 30 à la mise au point du détecteur de mensonges pour le compte du FBI. Lui va construire Wonder Woman dans l'idée de créer des modèles positifs pour les jeunes filles, parce qu'il estimait il y avait des modèles positifs pour les garçons, mais que la fille, dans les comics tels qu'ils existaient jusqu'alors, était plutôt réduite au rang de victime à sauver ou ce genre de choses. Ça lui semblait, lui, ça le choquait. Après, on a une Bob autrice Kane, cachée. On a une autrice cachée derrière Wonder Woman. oui, en plus, oui, c'est la vie de famille de Moulton est compliquée puisqu'il vit c'est un, euh, vit en triple. Il vit à la fois avec son épouse et une de ses étudiantes, une de ses étudiantes qui avait justement travaillé sur le détecteur de mensonges. Et tous les trois, ils vont travailler à créer et à écrire Wonder Woman. J'ai oublié le nom du dessinateur qui travaillait avec eux, mais les scénarios de Wonder Woman, même s'ils sont crédités à Moulton, c'est un travail collectif. Donc Elle le sera recréditée pseudonyme, par la suite, il me semble, hein. Elle sera réhabilitée par l'histoire. oui, c'est des gens qui ont été reconnus par la suite, mais comme dans le cas de Batman, Bill Finger était l'homme de l'ombre derrière Bob Kane, et si pendant près de 70 ans, Batman était crédité, toujours créé par Bob Kane, en fait, une grosse partie du boulot de création et les scénarios des origines ont été l'œuvre de Bill Finger, à qui Bob Kane, qui venait de se faire refuser son concept de Batman par DC, a demandé conseil pour muscler un peu son idée initiale et lui donner, enfin la rendre vendable. Et la grosse réflexion, les grosses réflexions pour la création de Batman viennent de Bill Finger. Justement, ce que tu évoquais, les constructions en contre, c'est-à-dire que Batman va être d'une certaine façon l'anti-Superman.
le pendant nocturne d'un personnage solaire, le pendant sans pouvoir d'un personnage à pouvoir, et ainsi de suite. Et du coup, si les aventures de Superman peuvent aller très facilement vers la science-fiction, celles de Batman vont plutôt vers le polar. Et à partir de là, Bob Kane et Bill Finger sont des gros consommateurs de films noirs. Donc il y a Bob Kane et Bill Finger sont des très gros consommateurs de films noirs, et on retrouve ces ambiances-là. Et il y a une autre source dans la construction des méchants, c'est un comic strip. Comme je disais tout à l'heure, les comic books vont beaucoup piocher dans le pulp et dans le comic strip. Et il y a un comic strip qui fonctionne très bien à l'époque, c'est Dick Tracy. Et les méchants de Dick Tracy sont des gangsters, des voyous. Mais Chester Gould, le dessinateur, prend soin de les individualiser en leur donnant des têtes pas possibles. Il y a celui qui a le visage tout ramolli, celui qui a la tête plate, tu as Pruneface, enfin tu as tout un tas de personnages avec des gueules complètement déformées et monstrueuses. Et ça va sans doute être une des clés de la galerie de monstres qu'affronte Batman aussi. Sachant que sur la première année, sur la première année de publication de Batman, il n'y a pas vraiment de gros méchants qui sortent du lot. C'est avec le Joker que dans très peu de temps, il va y avoir, je crois que c'est dans le même numéro, Batman numéro 1, que vont être créés le Joker et Catwoman, qui vont être deux des adversaires récurrents et les plus proches de Batman. Alors, comment Avec aussi... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, Ouais, il y a quelque chose qui m'intéressait drôlement, c'est que est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas une espèce de qu'on a tendance d'ailleurs on a tendance à créer une espèce de succession en fait, une espèce d'âge gothique, d'âge cirque et d'âge psychanalytique en fait. Et est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas une coexistence un petit peu de ces trois univers-là, l'univers gothique, qui a l'air d'être propre à Finger plutôt qu'à Kane, et ça, il faudrait que tu nous réexpliques d'ailleurs, parce que moi, dans mes souvenirs, le premier Batman, il avait une cape rouge, il était flamboyant, etc. Est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas une influence de Finger qui a été reconnue que beaucoup plus tard par la tradition? Est-ce que d'une certaine façon, on n'a pas une espèce de coexistence en cette triple ancrage du personnage de Batman et de ses vilains, du côté de l'univers gothique, avec un Batman qui... il y a une illustration extraordinaire de Moebius d'un Batman en gargouille, comme une espèce de décor qui va prendre vie, en fait, comme appartenance totale à Gotham, quoi. Donc, d'une certaine façon, une appartenance gothique, une appartenance cirque et musical, et une appartenance psychologique sur laquelle on reviendra, de Batman, une espèce de coexistence entre ces trois univers qui va se mettre en place dès 43. Est-ce que d'une certaine façon, on ne peut pas considérer qu'il y a cette triple ancrage de Batman qui est présent dès les origines? Alors, l'origine de Batman, c'est vraiment donc le polar gothique, le côté qu'il y a dans un des tout premiers épisodes, ça doit être le Détective Comics 30 ou 31, où tu as un moine fou dans une tour ou dans une église. On est dans le répertoire des méchants gothiques. Ça, c'est vraiment la note d'intention de Finger, oui, parce qu'effectivement, le Batman à cape rouge, ça, c'était une des premières propositions de Ken. Et c'est Finger qui va effectivement... au départ, Ken avait proposé d'ailleurs un Birdman. C'est intéressant d'ailleurs de voir que tout le côté méta du film Birdman avec Michael Keaton, qui a une référence directe à ça, à la toute première version de Batman. Le Birdman n'intéresse pas DC quand on voit pas le potentiel. Ils vont l'exploiter plus tard sous la forme de Hawkman, mais 1 ou 2 ans plus tard. Kane, alors la légende veut qu'il ait repéré le design d'aile de chauve-souris dans un livre sur Léonard de Vinci. Est-ce que c'est une reconstruction plus tardive de Kane ou est-ce que c'est authentique? La question se pose. Moi, j'ai tendance à croire Kane là-dessus, mais ce serait à vérifier.
Par contre, son tout premier Batman n'a pas encore, par exemple, la cagoule. Porte un loup et il est moins impressionnant, beaucoup moins impressionnant que ce qui deviendra par la suite. Et quand ce truc-là est refusé, il se retrouve à en discuter avec un type qu'il connaissait qui s'appelle Bill Finger et qui va vraiment lui faire énormément de propositions et se retrouvera à écrire les scénarios de Batman pendant des années, sachant que comme il ne connaissait pas les éditeurs, c'est Bob Kane qui a négocié le contrat avec les éditeurs et rémunérait lui-même Bill Finger qui n'était pas crédité. Et DC Comics n'a appris l'existence de Bill Finger que beaucoup plus tard. Et il n'a été réhabilité comme co-créateur de Batman que dans le courant des années 2000. Donc c'est où même début, je crois que ça a été officialisé au début des années 2010, donc c'est tout récent. Et là, ça fait partie de ces histoires d'horreur et d'arnaque dont le milieu des comics et de l'art regorge aux États-Unis et ailleurs. Ouais, il faudrait voir aussi Et donc, la réhabilitation de l'autrice de Wonder Woman aussi, qui est assez intéressante dans voilà, l'histoire de la place des c'est des héroïnes choses qu'on féminines. prie. Ouais, c'est des choses qui ont pris beaucoup de temps en fait pour être acceptées. Et même le fait que Siegel et Shuster aient des droits sur Superman, il a fallu un procès retentissant dans les années 70, donc 40 ans après la création de Superman. Donc c'est très, enfin là, on est dans des logiques, là où les logiques de production entrent en jeu, on est dans ce que les Américains appellent le work for hire, qui est vraiment le travail de mercenaires. Les auteurs vendent les droits de leur création complètement à l'éditeur. C'est là où Bob Kane avait eu le nez creux. Il avait réussi, comme il connaissait un peu mieux les rouages, il avait réussi à négocier un contrat un peu plus favorable que ceux qui avaient eu les créateurs de Superman, par exemple. Mais on est dans un média qui est encore tout à fait nouveau, qui se cherche, qui ne prendra sa forme définitive que nettement plus tard. Et les auteurs, qui sont donc des petits jeunes qui ont trouvé ce boulot-là pour éviter de travailler à l'usine, d'une certaine façon, vont tenter plein d'expériences parce qu'ils ne savent, ni eux ni les éditeurs ne savent vraiment où ils vont. Ce qui va se passer sur Batman, donc toute la première année de Batman est marquée par, pour revenir à ta question, est marquée par le gothique et le polar, qui sont vraiment ce qui intéressait Ken et Finger au départ. Il recrute en 40 un jeune assistant qui s'appelle Jerry Robinson, et lui va donner ce pilier supplémentaire à Batman qui va être le cirque et le musical, en intégrant Robin, le jeune acrobate, et le Joker, donc un clown maléfique. Tout en restant quand même, si Robin arrive pour apporter un peu de légèreté au personnage de Batman, le Joker, lui, reste au départ un gangster relativement classique, complètement dans la lignée de Dick Tracy. Même s'il est déformé, même s'il a une allure de clown, il se comporte au départ d'une façon, enfin, à la façon d'un gangster de base. Il faudra un petit peu de temps, mais ça vient quand même relativement vite, pour avoir les crimes un peu plus spectaculaires, un peu plus grandignolesques. Et là aussi, il y aurait sur le polar gothique, il y aurait une généalogie à faire avec le théâtre du Grand Guignol à Paris, qui a beaucoup popularisé une certaine sorte d'esthétique dans la pop culture. Mais il faut un peu de temps pour que le Joker trouve ses marques, parce qu'au départ, c'était effectivement, comme je disais, un méchant du mois. Pour Double Face, qui est le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, il apparaît un peu plus tard, donc en 43. Et là encore, Double Face, c'est complètement c'est un personnage défiguré. On est complètement dans les gangsters à la Dick Tracy, à ceci près qu'on est sur un personnage qui s'est retourné, qui a changé de camp, mais il n'y a pas une approche vraiment psychanalytique encore. Tout ce qui sera le traitement à la Jekyll et Hyde, etc., viendra en fait un petit peu plus tard. Le personnage d'ailleurs de Double Face sera pas énormément exploité à cette époque-là. Ce Alors, sera un méchant parmi d'autres. Et il y en a beaucoup qui sont créés à l'époque.
Bon, on verra pas par la suite, hein, le Penny Plunderer ou des personnages comme ça ont pas fait souche dans l'univers de Batman. Août 1942. Détective Comics numéro 66. Harvey Dent fait sa première apparition. Bill Finger, Bob Kane. Et déjà le signe d'une première dualité, Batman et Robin, tous les deux en place. Le versant cirque, post-Big Tracy de Batman. Ce qui est intéressant ici, c'est assez vite, derrière cette dualité, une deuxième dualité qui s'inscrit directement sous le patronage de Jekyll and Hyde. Est-ce que vous avez déjà jeté une pièce pour décider de quelque chose, pour régler un problème à propos duquel vous étiez un petit peu perdu? Souvenez-vous avec quelle émotion vous attendiez de voir sur quelle face la pièce était tombée. Pile, face. Bien sûr, vous ne joueriez pas votre vie sur la course d'une pièce. Mais qu'en serait-il de cet homme qui inscrirait son âme et toutes ses actions sur cette lame de rasoir-là, sur le vacillement d'une pièce d'argent? Peut-être parce qu'il était comme la pièce elle-même, lui aussi avait deux faces. Deux faces, aussi distinctes que le noir et le blanc, le jour et la nuit, le bien et le mal. Découvrez avec nous le criminel le plus étrange de tous les temps. Un Jekyll and Hyde du XXe siècle. Découvrez les crimes de double face. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Double face et s'appelle Kent à cette époque-là. Il faudra attendre 6 ans plus tard le Batman numéro 50 pour qu'il passe à Dent, pour éviter toute confusion avec le célèbre super-héros à cape rouge, le célèbre Clark Kent. Les origines de Double Face, c'est la beauté. Apollo Kent. Here comes Apollo Kent now. Was that famous profile, DA? Cut it, boys, I'm blushing. Harvey Kent et sa fiancée, Gilda. Et présentement, lors de cette première apparition, un procès, celui qui va opposer l'État au boss Maroni. Un témoin, Batman, le Batman. Et des cris du boss Maroni, il ment. C'est pas moi qui ai tué Bucky Benson. Ambiance polar, ambiance de film noir. Et pourtant une preuve, une pièce trouvée sur les lieux du crime. La pièce en argent, la pièce chance de Moroni. $1 à deux faces, avec ses empreintes dessus. Et donc, Moroni, pretty boy, I'll fix you. Et ce jet d'acide, ce fameux jet d'acide, le Batman qui ne peut rien. Fais attention, il a jeté de l'acide. Du vitriol plutôt, on le saura un petit peu plus tard. Une partie de son visage, meurtri, détruit, par le poison, par l'acide. Du temps pour à la fois guérir Dent et en même temps l'inscrire dans une nouvelle tradition de héros anglo-saxons, ou plutôt de créatures anglo-saxonnes marquées par la psychiatrie elle-même. L'homme invisible, Dr. Jekyll and Hyde, enlever les bandages, regarder, approcher le mystère. My face, the Athid, has left one side scared and hideous. La possibilité d'une chirurgie plastique qui entra l'intégralité du personnage et du destin d'Harvey Dent. Plusieurs fois, Harvey Dent verra son visage être réparé, reconstruit. Et à chaque fois, il retombera dans la dualité morbide, malsaine,
criminel qui marque sa naissance au monde. Le docteur Eckhart, un spécialiste européen, Batman le sait, il y a la possibilité d'eux. Et pourtant, signe des temps, les nazis l'ont enfermé dans un camp de concentration, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Toujours ce différé, toujours cet écart qui va permettre le choix, qui va permettre le jeter de pièces. Peut-être le docteur Eckhart peut-il revenir. Il faudra l'attendre ou se précipiter. Harvey rentre chez lui. Il sait que sa femme est hantée par la beauté, qu'elle a multiplié les sculptures de lui-même. Une certaine panique avant de rentrer chez lui. What a horrible looking man. Tais-toi, il va t'entendre. Et déjà cette dualité graphique très Dick Tracy proposée. Cet homme nous effraie. Cette face, ce visage, cette partie de visage effraierait n'importe qui. Et l'appartement de sa fiancée, Gilda panique. Look again. A face divided into beauty and ugliness. Queer. Frightening, isn't it? Et là, Apollo, devenu Dionysos, qui provoque sa femme. Je croyais que tu m'aimais. Le désespoir est déjà un pari. Et une provocation. Des statues brisées, à moitié. L'inscription consciente dans la tradition des créatures du 19e, des yeux tourmentés, tormented eyes. Hideous reflection, le miroir, la dualité. La case aussi. La case mise en abîme. La dualité de la case. L'inscription graphique de la monstruosité. Et la pièce de Moroni, qui sera celle du père, un petit peu plus tard dans la reconstruction du personnage. Two heads, two faces, clean and shiny. Un scalpel, le scalpel médical. Toujours la vengeance se passe par l'intermédiaire de ce qui a provoqué le premier crime. Là, en l'occurrence, ce qui aurait pu le réparer devient l'instrument de la défiguration de la pièce elle-même. Two sides clean, handsome like me once were. Now one is scared, ugly like mine. La case brisée et le jeu des perspectives complètement perturbé. Le jeté de pièces. Si ça tombe d'un côté, j'attendrai les cartes. Si ça tombe de l'autre, j'entrerai dans une vie de crime. La responsabilité et le hasard. Le vilain devient monstre à partir du moment où elle interroge cette possibilité de l'humanité, ou plutôt de l'angoisse de l'humanité, de s'ancrer sur la révélation du random, du hasard. And in that palm is Elderman's fate. Crime wins. From now on, I decide everything on the flip of a coin. On its two faces that symbolize mine, beautiful and ugly, good and bad, hey hey. And so is born the most bizarre, the most unpredictable crime master of all time, Two-Face. Yes, I suppose I look queer, but I'm not ashamed anymore. Now I flaunt my two sides like a flag, the flag of Two-Face. Si on revient sur Double Face, c'est qu'on est face à un personnage, alors rappelons très vite sa triple, quadruple, quintuple histoire. On est face à
face à un personnage qui est construit comme double à de multiples niveaux différents. Avant de rappeler l'histoire de Double Face, et je trouve que c'est intéressant qu'on la rappelle un petit peu plus tard, il y a une espèce de préconçu en fait qui est construit par rapport à l'histoire de Batman, qui serait que en 43 globalement l'essentiel de la mythologie de Batman serait mise en place et qu'il faudrait attendre les années 80 pour voir cette mythologie être réinventée par Miller, être amenée du côté sombre, etc., etc. Je pense qu'il y a à ce niveau-là quelque chose à remettre un petit peu en cause. Ça veut dire que certes, en France, il y a eu 2 dates qui ont été très fortes, 3 dates qui ont été très fortes. Les éditions des années 70 qui ont fait connaître les comics en France et qui ont permis à une première génération de lecteurs d'émerger. On va dire la série du Batman très pop des années 60-70, tu le rediras. Et, C'est entre 66 et 69. 66 et La 69. série télé, c'est entre 66 et 69 de mémoire. Alors qui est assez intéressante. En plus, il faudrait rajouter pour les fans de musique les réinterprétations de quelqu'un comme Sun Ra, par exemple, de certaines bandes son et donc un travail un petit peu autour de ce réinvestissement pop de la figure de Batman et le Batman de Burton en 89. En sachant que les ouvrages de Miller ont pu être lus dans les années 80. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, d'une certaine façon, il y a plusieurs interprétations du personnage de Double Face. Concentrons-nous un petit peu sur celui-ci. Double Face, tel qu'il est présenté par Miller, est un personnage de procureur. Harvey Dent. Harvey Dent, qui était d'ailleurs appelé à l'origine des 42-43, tu nous réexpliqueras tout ça, Harvey Kent, et pour des soucis éditoriaux, on a préféré l'appeler assez vite Harvey Dent. Harvey Dent qui est un procureur, et ce qui est intéressant, c'est que